C'est ce qu'on pourrait appeler un rendez-vous manqué. Mohamed VI, roi du Maroc, a décidé de sécher le 51e sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Or, sa présence était attendue car même en son absence, les chefs d'État ont validé la demande d'adhésion à l'organisation du royaume chérifien. Raison officielle avancée, l'invitation adressée au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a quant à lui assuré réaliser un rêve, puis réaffirmer sa foi dans l'avenir de l'Afrique. Que cache ce discours du Premier ministre israélien? Qu'est-ce qui justifie l'absence du Maroc? Y a-t-il d'autres raisons à part la sortie officielle des autorités marocaines? Quelles sont les grandes décisions issues de ce 51e sommet? Quel bilan faire de la présidence assurée par Ellen Johnson-Sirleaf? Et que doit-on attendre de la présidence du président togolais Faure Gnassingbé? Autant d'interrogations qui vont prendre place dans votre émission qui décrypte l'actualité sur le continent africain, 51e sommet de la CEDEAO, offensive d'Israël et du Maroc. Pour quels enjeux stratégiques? Ce sera notre débat du jour. Nos invités sont plus tardés. D'abord, à ma gauche, Patrick Armand-Poyon. Bonjour. Bonjour. Coach en politique de développement et gestion de crise. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Face à vous, aujourd'hui, Maître Alain Ronla, bonjour. Bonjour, Joanne. Avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Ronla, après l'Union africaine, c'est au tour de la CEDEAO. On peut à l'évidence dire que le Maroc ne chôme pas. Le Maroc ne chôme pas et le Maroc est en train de dérouler un plan arrêté, une offensive diplomatique tout à fait transparente. C'est-à-dire qu'après son échec dans ses amours outre-Méditerranée, c'est-à-dire Union européenne, toutes les organisations sous-régionales, régionales de l'autre côté de la Méditerranée, après l'échec avec ses frères de peau, c'est-à-dire l'Union du Maghreb arabe qui a avorté, le royaume du Maroc a compris qu'il doit jouer ses intérêts dans des pays fragilisés, mais intéressants pour lui. C'est pour cela qu'il y a un rapprochement très intéressant d'ailleurs pour nous avec l'Union africaine et avec la CEDEAO, dont le Maroc pourrait faire partie tout naturellement. Parce que quand on vous parle de Maroc, quand on vous parle de CEDEAO, vous voyez le Bénin, le Nigeria, etc., l'Afrique de l'Ouest, et le Maroc, c'est le vieux et le lointain nord. Mais il se trouve que le Maroc est également à l'ouest, et que le Maroc pourrait être relié territorialement à l'Afrique de l'Ouest s'il n'y avait pas eu le problème de la Mauritanie qui se réglera. Mais je pense que c'est un intérêt important, un intérêt majeur et une opportunité pour la CEDEAO que le Maroc intègre fermement et définitivement. Patrick Armand-Poyon, qu'est-ce qui explique pour vous cette offensive? Je ne dirais pas plus. En réalité, il faut dire que la diplomatie doit aller avec l'économie et le Maroc a voulu faire une offensive économique. Mais comme Maître l'a dit, transparent, je veux vous faire des affaires avec vous, mais je veux qu'on le fasse vraiment en se mettant ensemble, en créant une communauté, en faisant ceci. Mais je voudrais préciser que cette volonté du Maroc de rentrer dans la CEDEAO est la preuve que la CEDEAO fait un bon travail. C'est-à-dire que même les gens parlent de l'Union européenne, mais l'Union européenne a tout à apprendre de la CEDEAO. Nous sommes en avance sur eux sur beaucoup de plans. Lesquels? Je prends par exemple au niveau de la monnaie unique. Eux, ils ont créé une monnaie unique avant de parler d'harmonisation économique. Alors que nous, on est en train de faire l'harmonisation économique pour aller à la monnaie. Donc, s'ils s'étaient inspirés de nous, ils n'auraient pas fait cette monnaie qui pose tous les problèmes du monde aujourd'hui chez eux. Donc, ça, c'est un. Deuxième chose, la façon de régler même les crises. Nous avons une CEDEAO qui est à la fois économique, à la fois diplomatique, à la fois gestion des crises et autres. Souvent, ils ne font pas beaucoup de bruit, comme l'UEMOA, comme ceci, comme l'Union africaine, mais le travail qui est en train d'être fait au niveau de la CEDEAO aujourd'hui, si le Maroc cherche à venir là, c'est que véritablement, il a compris que ce travail-là est en réalité le seul gage pour les États-Unis d'Afrique qui peuvent venir un jour. Vous allez voir dans toutes les autres zones de l'Afrique, vous allez constater que ça ne va pas du tout. Je prends par exemple la libre circulation des personnes et des biens. Nous l'avons réussi. Eux, ça pose problème parce que dès que la Grèce a ouvert les portes là-bas, bon, il faut partager maintenant ceux qui rentrent et ça pose problème. Mais nous, on a fait la libre circulation des personnes et des biens, même si on n'a pas fait disparaître les frontières, mais au moins
les frontières extérieures de la CEDEAO ne sont pas aussi poreuses que ce que l'Union européenne est aujourd'hui. Donc bref, un travail énorme est en train d'être fait. Et avec l'avènement de Buhari au Nigeria, avec l'avènement d'une Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, les économies qui avaient énormément de problèmes de corruption, de ceci et tout ça, sont en train de se mettre en ordre de bataille pour que nous puissions avoir vraiment une zone économique digne de nom. Patrick Armand-Pouillon, on a souvent accusé le roi du Maroc de faire ce qu'on appelle dans le jargon la diplomatie du chéquier. Est-ce que c'est une critique qui se justifie selon vous? Pour critique, oui, mais écoutez, vous savez, il faut que les gens cessent de penser que quelqu'un va faire quelque chose sans ses intérêts. Ah non, 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 ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'à moins que la personne soit bête. Donc, il fait comme la Chine. Il fait comme la Chine. Et la France même est en train d'aller à l'école de la Chine pour apprendre comment concilier aide avec marché, avec ceci et tout ça. Donc moi je pense que c'est de bonne guerre. La critique est normale puisque c'est effectivement ça, mais on ne doit pas rougir de ça puisque effectivement il veut développer le Maroc, il veut faire du Maroc une puissance économique et pour ça il faut faire une diplomatie liée au chéquier. Je donne un exemple très simple. Vous voyez par exemple, l'Arabie Saoudite dit que le Qatar finance des terroristes et le Sénégal appelle son ambassadeur au Qatar. Or, le Sénégal sait très bien que l'Arabie Saoudite finance plus les terroristes que le Qatar. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est la diplomatie du chéquier de l'Arabie Saoudite qui fait que quand l'Arabie Saoudite parle, certains pays doivent s'allier derrière elle. Voilà. Patrick Armand, Maître Alain Ronla, le roi du Maroc a annulé, on le sait, son déplacement au Libéria pour ce 51e sommet de la CEDEAO. Il parle de controverses liées à la présence de Benjamin Netanyahou. Quelle est, vous, votre explication à cette semaine, on pourrait dire tumultueuse au sein même de la CEDEAO? C'est là où les choses se compliquent. C'est-à-dire que nos responsables ne savent pas véritablement de quel côté se ranger. Effectivement, la coexistence pacifique entre le souverain chérifien et Benjamin Netanyahou est difficile. Parce que le roi est dans une position où il dirige des organisations pro-palestiniennes et il y a une controverse liée aux déclarations un peu intempestives d'Israël. Alors, inviter à ce moment-là, à un moment où on sait que le Maroc va adhérer Benjamin Netanyahou pour des intérêts stratégiques, économiques, financiers, je pense que c'est un peu maladroit. Mais ce que je m'en vais dire brutalement, il faut savoir que si il est vrai que c'est les intérêts qui comptent, Israël nous aime moins que le Maroc. Et le Maroc peut nous donner, peut apporter plus que Israël ne voudrait nous apporter. Donc il faut faire le tri très rapidement et ne pas incommoder les gens. Voyez-vous. Donc je crois que c'est une faute de goût. Moi je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et le roi a parfaitement raison de prendre ses distances. Il n'affiche pas une opposition. Mais il évite de rentrer dans une polémique et dans une controverse. Et je pense que le symbole est très fort parce que le roi aime se promener, il aime bien s'exhiber. Je crois que c'est bien volontiers qu'il serait venu à Monrovia. Donc ça veut dire que c'est une question qui est très sérieuse et qui a été étudiée avant qu'on arrête cette position que je trouve honorable et conséquente. Patrick Armand-Pouillon, votre opinion par rapport au refus du royaume chérifien d'aller à Monrovia alors que c'était quand même l'occasion appropriée pour que le roi puisse officiellement entrer et discuter avec ses pairs? Il y a deux choses. La première, c'est que tous les pays de la CEDEAO n'accueillent pas de gaieté de cœur l'arrivée du Maroc dans la CEDEAO. Vous imaginez la Côte d'Ivoire voir le Maroc rentrer dans la CEDEAO et devenir le poids économique de la CEDEAO alors qu'eux, ils jouaient ce rôle et ils profitaient de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut perturber ça. Donc, il faut mettre la pression sur les instances de la CEDEAO pour éviter le Premier ministre d'Israël pour qu'au moins le roi ne vienne pas prendre ne soit la seule star. La seule star. Donc, il faut comprendre que c'est normal qu'il y ait ces jeux-là. Et rassurez-vous, le roi ne s'est pas absenté à cause seulement de Benjamin Netanyahou. Le roi s'est absenté principalement parce qu'il n'obtenait pas
l'adhésion. Il obtenait l'adhésion de principe. Ah, que le roi se déplace pour obtenir seulement l'adhésion de principe, c'est une humiliation pour lui. Donc, on a pris le prétexte de Benjamin Netanyahu pour ne pas venir maintenant, afin de venir en décembre, là où on va obtenir une adhésion réelle. Donc voilà en réalité ce qui s'est passé derrière tout ça. Ce n'est pas Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu n'intervenait pas dans le sommet le même jour que le roi. Ils sont venus pour négocier quelque chose. Ils vont avoir leur jour d'intervention. Ils viendront un jour donné rencontrer les chefs d'État. Donc, ils n'allaient pas se rencontrer réellement. Mais le problème, c'est que venir avec toute cette batterie de collaborateurs et tout, pour entendre simplement, nous accordons l'accord de principe, et c'est maintenant qu'on rentre en négociation pour un accord. C'était vraiment trop petit pour que le roi se déplace. Alors, le Premier ministre israélien était à Monrovia, à la tête d'une importante délégation diplomatique et économique. On dit à l'invitation de la CEDEAO. Qu'en est-il réellement? Je ne sais pas. Je pense que le coach a esquissé des explications sur certains pays qui sont un peu réfractaires à la venue du Maroc. Et au one-man show du Maroc. C'est tout à fait possible. Mais pour dire que le déplacement ne valait pas la peine, moi je nuance. Ce qui est important, c'est le premier pas et c'est le pas fondamental. C'est-à-dire, il y a un accord de principe. Il n'a pas été désavoué. Et ça se fait systématiquement en plusieurs étapes. Et je crois qu'une fois cet accord de principe donné, c'est ça le symbole fort. Et c'est ça que le roi aurait pu venir accompagner, aurait pu venir présenter son plaidoyer. Donc ça aurait été une belle fête. Le reste, c'est une formalité, puisqu'on réussira quand même tant bien que mal à s'entendre. Je crois que c'est plutôt un conflit de souveraineté qui explique la retenue du souverain chérifien. Alors, je reste avec vous, Maître Alain Onla. Israël serait plutôt, il paraît, en quête de soutien de soutien d'États africains au niveau des organismes internationaux. Il paraîtrait que Israël est souvent boudé par plusieurs États africains et que c'était surtout pour ça. En tout cas, il y a des bribes du discours du Premier ministre israélien qui laissent entendre que, on a plus besoin d'États africains qui nous soutiennent. Écoutez, je vais faire un peu le grand frère. Nous, quand on était jeunes, donc vous n'étiez peut-être pas nés, on parlait de l'État sioniste, qui était totalement isolé. En tout cas, la diplomatie africaine ne fonctionnait pas avec cet État sioniste. Et si mes souvenirs sont bons, c'est le président Houphouët qui a été le premier à rétablir les relations diplomatiques avec Israël. Donc ça ne va pas de soi que nous soyons en bonne relation. Alors si Israël recherche ça, alors que Israël a déjà les États-Unis et bien d'autres États forts, c'est que c'est devenu nécessaire pour le décor. Moi je dis mon sentiment, si Israël se déplace en Afrique, c'est vraiment que Israël a besoin quelque part de ce décorum, parce que on connaît le discours des dirigeants qui se sont succédés à la tête de cet État, belliqueux, légitime défense oblige peut-être. Je ne crois pas que leur considération soit vers l'Afrique, et donc c'est que forcément quelque part nous sommes utiles. Alors la balance, c'est quoi? La balance, c'est des États comme le Maroc. Je ne fais pas la promotion du Maroc, tout n'est pas rose. Si le Maroc vient en Afrique, c'est parce que enfin il se rend compte que c'est le seul terrain sur lequel il pourrait afficher son hégémonie. Le Maroc est plus structuré, plus organisé que la plupart des autres États, même si la CEDEAO travaille bien. Le Maroc est déjà présent. Je ne sais pas si nous allons parler de ce projet très avancé de gazoduc qui relie le Nigeria à l'Espagne, me semble-t-il, en passant par le Maroc. C'est un intérêt. La présence du Maroc à travers les banques, les compagnies d'assurance, les autres sociétés minières, etc. Donc le Maroc est déjà présent et veut prendre la tête, très probablement, de la CEDEAO de l'Afrique, en remplacement de ce qu'a pu laisser la Libye, etc. Donc effectivement, il faut être vigilant, mais je crois que c'est une amitié et une fraternité à privilégier par rapport à une diplomatie qui s'orienterait ou qui ferait les yeux doux à un État comme l'État d'Israël, qui n'a pas véritablement, dans ses premières intentions, d'apporter quelque chose d'équilibrant à nos pays. Alors, Patrick Armand-Pouillon, est-ce que ce n'est donc pas vers un duel Maroc-Israël qu'on s'avance? Non. Les objectifs ne sont pas les mêmes.
Et le Premier ministre d'Israël a dit clairement, lui, il a besoin de soutien diplomatique. Il a besoin de soutien. Il n'est pas là pour économie, pour ceci. Il a besoin de soutien. Le Maroc, lui, a besoin d'un groupe à diriger. Donc, c'est deux choses différentes. Maintenant, vous savez, même l'arrivée du Premier ministre israélien, le fait que le roi du Maroc a décidé de ne pas venir, le fait que certains chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de ne pas aller, c'est camouflé. Et il a accepté, malgré le camouflé, d'arriver. Ça veut dire qu'il sait que même le petit qu'on veut lui donner là, c'est utile pour lui. Mais je voulais dire à Maître qu'il n'a pas réellement les États-Unis. Parce qu'à la tête des États-Unis, on a quelqu'un qui change d'avis selon sa tasse de café. Donc, à partir de cet instant, il sait très bien que là-bas, là, il peut compter sur rien du tout. D'abord, le gars, on ne sait même pas s'il va terminer son mandat et tout. Donc, il sait que vraiment là-bas, là, c'est pas sûr. Alors qu'il sait que la France, par exemple, profite de ce contingent africain qui le supporte systématiquement aux Nations Unies. Donc, il a envie d'avoir aussi, parce que vous savez, le Sénégal lui a joué de sale tour plusieurs fois, l'Afrique du Sud lui a joué de sale tour plusieurs fois aux États-Unis. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas nous rapprocher de ces pays-là, avec qui on peut trouver facilement un terrain d'entente et qui peuvent respecter leurs engagements, que d'aller vers les États-Unis qui est là à changer d'avis à tout bout de champ. Donc, lui, il cherche un soutien diplomatique. Maintenant, là où lui-même, il court pour peut-être très peu, c'est que quand le Maroc va vraiment rentrer dans la CEDEAO et commencer par intégrer les instances de la CEDEAO, en ce moment, je veux bien voir la CEDEAO honorer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de l'Israël. Donc c'est pour dire que ça montre que l'adhésion du Maroc n'est plus seulement économique, n'est plus seulement diplomatique, il est aussi dans une diplomatie religieuse désormais parce qu'il va garantir des intérêts qui vont faire que l'Israël n'aura plus vraiment droit de citer au niveau de la CEDEAO. Voilà. Alors, selon le communiqué final, Maître Alain Roula, la CEDEAO a donné son accord de principe à la demande d'adhésion du Maroc. On a l'impression que c'est juste une étape. Il reste encore plusieurs autres. Bien sûr, ça c'est connu. Il y a encore deux étapes. Il y a d'abord l'étape juridique, hein, donc les ratifications, etc. Et tout ceci est précédé de l'étape technique où on doit rapprocher les réglementations. C'est une communauté économique, en tout cas sur le papier. Donc il faudrait qu'il y ait une volonté d'intégration juridique, économique, etc., etc. Donc il faut voir ce qu'il y a dans les législations des unes et des autres parties, les harmoniser ou les mettre en adéquation, en conformité, afin que cette intégration puisse être potentiellement possible. Et après, il y a la ratification, les instruments de ratification qui font que le pacte est scellé. N'oubliez pas que la CEDEAO résulte d'accords. Le traité de 75 au Nigeria, je crois, c'est les accords de Lagos, hein, avant que ça ne soit transféré à Abuja maintenant. Donc il y a des textes, il y a une mise en conformité tout à fait essentielle et préalable. Et je crois que l'accord de principe qui a été donné sur le plan politique obligera à trouver des arrangements, à trouver des instruments pour cette intégration des textes et à la signature de ces fameux accords afin que le Maroc intègre officiellement la CEDEAO. Je ne pense pas qu'il va y avoir des difficultés ou des couacs parce que tout peut encore changer, mais comme il y a cette volonté, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas un terrain d'entente. Alors, Patrick Armand-Pouillon, on a l'impression que tout le monde n'a pas la chance qu'a le Maroc. Il y a par exemple la Mauritanie qui avait demandé un accord d'association, mais on lui a répondu que pour en bénéficier, il fallait demander simplement et purement son retour au sein de la CEDEAO. Votre réaction? Oui, le poids politique de qui demande est important. Vous savez par exemple, comme Maître l'a dit là, demandez aux ressortissants de la CEDEAO, le Maroc veut rentrer, qu'est-ce que vous pensez? Ils vont dire oui tout de suite. Ils veulent avoir libre circulation pour aller au Maroc comme ils veulent. Et beaucoup d'Africains m'ont dit qu'eux, ils veulent aller passer leurs vacances au Maroc. Donc, il va falloir que ça s'accélère et tout ça. Mais ils ne diront pas la même chose de la Mauritanie. Les deux sont pays musulmans, mais vous savez, en Mauritanie, la détention de la Bible est considérée comme une arme de destruction massive. Donc, ce n'est pas la même réalité. Donc, à partir de cet instant, il est important que nous puissions comprendre que le poids du Maroc, et c'est
là où ça va se passer, c'est que des pays de la sous-région qui avaient ce rôle de tête de pont sur le plan économique, de bonne guerre, vont chercher dans les virgules juridiques à voir comment contourner ça. Mais le poids diplomatique va jouer et tout ça. Donc vraiment, c'est pour dire qu'il n'y a pas match entre Mauritanie. Maintenant, ils peuvent être confrontés au fait que s'il y a un article qui dit quelque part qu'il faut une continuité territoriale, ça va arranger la Mauritanie qui va profiter de ça maintenant pour obtenir aussi éventuellement son retour, quelque chose dans ce genre. Donc c'est pour dire que véritablement le poids du Maroc, la Mauritanie, il n'y a pas match. Voilà. Alors, on sait que la Mauritanie avait quitté la CEDEAO en 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas quand même en train de constater l'échec de l'Union du Maghreb arabe, l'UMA? C'est un échec. C'était même pas possible parce que les poids lourds, enfin, il y a le Maroc, il y a l'Algérie. Et on connaît les relations, les péripéties des relations entre ces deux grands pays qui vont courir au leadership. Le même problème se pose au sein de l'Union africaine. Je pense que le pays qui boude le plus, qui manifeste des réticences, c'est encore l'Algérie, à cause du Sahara occidental, hein, qui est la pomme de discorde entre ces deux pays. Donc, l'échec était prévisible, il est consacré aujourd'hui. Et nous devons nous en réjouir, non pas du malheur des uns, mais parce que ça permet une véritable intégration. C'est la CEDEAO, par la volonté du Maroc d'adhérer, se met en avant. Ça fait dire, comme le disait le coach, qu'il y a du travail qui a été bien fait. C'est vrai que nous qui sommes à l'intérieur, nous boudons parce que les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais globalement, c'est une organisation sous-régionale qui est en train de faire ses preuves et qui a la chance d'ailleurs d'avoir à la tête de la commission un Béninois. Bon, on l'a boudé aussi à l'intérieur, mais on ne peut que s'en réjouir. Et l'entrée du Maroc permettrait, par exemple, à la Mauritanie, qui a quand même quelque chose à nous apporter, et nous aussi, nous avons beaucoup de choses à apporter à la Mauritanie, un peu plus de civilisation, un peu plus de tolérance, etc. Donc ça permettra cette continuité territoriale. Et qui sait, peut-être que d'autres pays auront la même idée de venir. Vous savez, le Maroc entretient par exemple avec le Gabon. On aurait pu dire pourquoi on n'a pas songé à intégrer la CEMAC. Nonobstant les bonnes relations qui ont toujours existé entre le Maroc et le Gabon, et les relations personnelles qui ont existé entre le roi et la famille Bongo. Pourquoi on n'a pas songé à renforcer les liens plutôt de ce côté? Mais c'est bien la preuve que la CEDEAO s'est montré un terrain d'opportunité qu'il faut absolument saisir. Une nuance cependant, la jalousie de l'Union africaine, que cette coopération sous-régionale a plutôt vocation à renforcer. Mais l'Union africaine tire la sonnette d'alarme. Parce que les pays ne doivent pas appartenir à plusieurs associations ou regroupements sous-régionaux, etc., etc. Et donc cette question risque de se poser et pourrait peut-être freiner malencontreusement cet élan qui est à encourager. Moi, je pense très sincèrement que c'est bon pour toutes les parties. Alors, Patrick Armand-Pouillon, outre ces deux pays-là, on sait qu'il y a un statut d'observateur qui a été accordé à la Tunisie. On a plutôt l'impression que c'est l'intérêt du Maghreb arabe qui s'intéresse davantage à cette CEDEAO-là. Oui, parce que je vous ai dit à Mec qu'il n'y a même pas match entre la CEDEAO et CEMAC. Il n'y a pas match. Parce qu'il n'y a pas de libre circulation des personnes et des biens, il n'y a même pas de route entre les pays de l'Afrique centrale, il n'y a pas une économie structurée, il n'y a pas une banque sérieuse en qui on peut faire confiance comme au niveau de la BCAO et autres. Et je le dis, j'ai des amis qui dirigent ces institutions-là, donc je le dis pas dans le but de les critiquer, mais plutôt de les pousser vers le haut. Donc il n'y a pas match. Ici, lorsque vous rentrez dans la CEDEAO, vous rentrez réellement dans les 15 pays. Au niveau du CEMAC, au niveau de la CEMAC, vous ne rentrez même pas dans les 15 pays en rentrant dans la CEMAC. C'est-à-dire qu'il faut encore renégocier avec chaque pays isolément. Donc, il y a plus de discipline ici, il y a plus de facilité ici, il y a plus de rapprochement entre les États, il y a plus un marché à prendre. Donc, il y a des investissements possibles, il y a énormément de choses qu'on peut gagner au niveau de la CEDEAO. Mais il faut faire attention. Je suis partant
pour que des économies comme le Maroc et autres puissent faire leur adhésion. Mais ne faisons pas l'erreur de l'Union européenne, qui a grossi en mélangeant torchons et serviettes, et finalement, on se rend plus compte. Aujourd'hui, il y a difficulté d'harmoniser les économies. Et ça, je voudrais que la CEDEAO fasse très attention à ça, à ce que l'arrivée du Maroc ne demande pas que la CEBAC se lève demain matin pour dire qu'il veut tous entrer dans la CEDEAO, que chose là, non, faisons attention, construisons quelque chose de solide, allons à la monnaie unique telle que nous sommes en train de faire, allons à un certain nombre d'avancées, harmonisons les économies de la sous-région et surtout, quand quelqu'un vient adhérer, qu'on puisse s'assurer qu'on a réglé les questions d'harmonisation avant de le faire adhérer. Mais je voudrais dire, Ahmed, que s'il a suivi la colère du roi Mohamed VI, quand ça tardait son adhésion, son retour à l'Union africaine, il peut comprendre que le Maroc ne peut pas venir déplacer le roi juste pour un accord de principe. Parce que ils se disent qu'ils auraient voulu des exceptions, ils auraient voulu des facilités, ils auraient voulu que cette discussion juridique se fasse en amont et tout ça. Donc, ils sont surpris d'apprendre qu'ils vont venir simplement pour qu'on donne l'accord de principe et que c'est maintenant que les discussions commencent dans la mise en œuvre de cet accord. Donc c'était un peu frustrant pour l'orgueil du roi et tout ça, parce qu'il s'agit quand même d'un roi. Hein. Il s'agit donc d'un crime de lèse-majesté. Alors voilà, messieurs, nous allons parler à présent de maintien de la paix et de la sécurité dans la région. On a l'impression que les chefs d'État se donnent quand même satisfait, Maître Alain Onla. Votre avis sur l'implication de la CEDEAO dans la gestion des crises qu'il y a eu dans la région? Cette gestion a été discrète au niveau de la CEDEAO, et c'est tout à fait normal qu'en faisant son bilan, le président Johnson relève ces points. L'implication des troupes dans la CEDEAO, moi, je l'attribue plutôt à un pays comme le Tchad. Je pense que c'est plus l'armée du Tchad ou sous la coordination du Tchad que les principaux conflits ont été plus ou moins canalisés. Donc on ne peut pas leur refuser de dresser un bilan, mais sur le plan militaire, on a besoin d'un peu plus de cohérence, un peu plus de cohésion, un peu plus de concertation, et les institutions le savent. Maintenant, entre ce qui s'est passé et le bilan politique de passation de services, de passation de charges, il y a un écart que nous tolérons, évidemment. Voilà. Patrick Abampoyon, vous, votre perception de cette approche-là, de ce bilan-là, et pourquoi pas un bilan de Hélène Johnson-Sirleaf à la tête? Oui, déjà en matière de gestion des conflits, tout au moins sur le plan diplomatique, la CEDEAO a beaucoup avancé, on fait moins de bruit. Et c'est au-delà de la CEDEAO, c'est l'Union africaine qui fait moins de bruit, qui travaille dans l'ombre, qui a gagné en efficacité en termes de négociation et autres. Sur le plan militaire, effectivement, le Tchad est venu au secours plusieurs fois, et pendant qu'on y est, le Tchad peut demander aussi demain à entrer dans la CEDEAO. Donc, le Tchad est venu au secours plusieurs fois, mais c'est parce que le géant nigérien s'est affaibli sous Goodluck Jonathan, qui vraiment a été un président, bon, je n'ose pas sortir le mot. Donc, il a affaibli la puissance militaire de la sous-région. Et donc, ça pose effectivement problème. Et n'oubliez pas que le Burkina aussi, qui avait une force redoutable, le régiment de sécurité présidentielle, pour des questions de posture, d'orgueil et d'idéologie, ont décimé totalement cette force que certains avaient proposé qu'on érige carrément en force de la CEDEAO et qu'on sorte ça du Burkina. Parce que on a financé des milliards pour former ces hommes, ils sont compétents, ils sont équipés. Mais il n'y a rien à faire. On a décimé totalement le truc là. Et vous voyez aujourd'hui avec les incursions à gauche, à droite, au niveau du Burkina et tout ça. Donc, c'est pour dire que moi, je pense qu'après avoir réglé sérieusement les questions économiques, il faut carrément une armée de la sous-région, parce que nous avons de petits pays en griffe qui ont des armées disciplinées et efficaces. Nous avons le géant nigérien qui a une armée un peu indisciplinée, mais je crois qu'en mettant les moyens et en mettant les forces ensemble, on peut avoir véritablement une armée de la CEDEAO, parce que quand vous voulez la paix, vous montrez les muscles. Maintenant, pour le bilan de Hélène Johnson-Sirleaf, je crois que le bilan est positif. Je crois que le bilan est positif en ce sens que vous savez, il se fait beaucoup de choses à la CEDEAO. Je crois que la communication de la CEDEAO mérite d'être améliorée. Même si on ne veut pas faire de propagande, on doit quand même communiquer un peu sur ce qui se fait. Parce que vous voyez, par exemple, en termes de monnaie unique,
Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens crient partout, CFA, il faut supprimer CFA, tout ça là. Non, il y a un travail qui se fait, qui est très avancé, qui fera que dans quelques années, la CEDEAO va avoir sa monnaie. Et quand c'est la CEDEAO qui a sa monnaie, on ne peut pas avoir peur de la réaction de la France, compte tenu des géants anglophones qui seront dedans et qui vont amener un poids économique pour garantir la monnaie. Parce que s'il faut faire monnaie pour monnaie, je crois que personne n'est preneur aujourd'hui. Donc je pense qu'on a un bilan positif, mais il faut continuer. Et je vais nuancer en disant, ce n'est pas un bilan personnel de Hélène Jensen sur un livre. La CEDEAO est de plus en plus soudée, même si le Bénin, avec le président Talon, est en train de bouder les sommets et tout ça. Au temps du président Yahya Boni, il y avait plus d'entente entre les chefs d'État de la sous-région. Le président Patrice Talon est devenu tout le temps absent maintenant, on ne comprend pas pourquoi. Mais il y a plus d'entente entre les chefs d'État, il y a moins de coups bas entre les chefs d'État, il y a moins d'implication de l'un dans le pays de l'autre pour troubler son régime et tout ça. Donc tout ça l'a fait que nous sommes en train d'aller vers l'euro et il y a moins de crises dans la sous-région. Donc tout ça la permet un réel développement. Maître Alain Roula, bilan. Pas mieux, je partage totalement le point de vue du coach qui est d'ailleurs plus élaboré que ce que j'ai à dire. Moi j'avais juste opiné sur le satisfecit qu'on s'est donné sur le plan militaire et à ce niveau effectivement le travail a été discret. Donc, mais sinon sur le reste c'est le bilan de la CEDEAO, c'est pas le bilan d'un président et je crois qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a rien à rajouter à l'analyse du coach. Alors le Togolais fort Yacine Bey, que faut-il en attendre? Ben, pas moins bien que ce qui a été fait jusqu'à présent. Il va diriger, il va s'impliquer. Je crois d'ailleurs que c'est une responsabilité qui va lui donner une occasion supplémentaire de montrer sa différence avec les chefs d'État de la sous-région. Et ce que j'attends personnellement de lui, c'est de coacher son grand frère qui nous dirige afin qu'il s'intéresse et qu'il s'implique davantage dans le rayonnement de nos organisations régionales et sous-régionales. Vous semblez tous les deux parler du président béninois Patrice Talon. Que lui reprochez-vous concrètement, Patrick, Maître Alain Roula d'abord? D'être trop absent. D'être invisible sur la scène, là où on l'attend, là où le Bénin a besoin d'être représenté, et d'être moins visible encore que sur la scène nationale. On ne le voit pas beaucoup, mais on le sent énormément. Donc il faut qu'il y ait cette implication, il faut qu'il donne au Bénin le rayonnement qui fut le sien naguère. Patrick Armand-Pouillon. À côté de la griffe nullité de la diplomatie béninoise, nous sommes en train de constater une diplomatie... Non, il n'y a pas de griffe. Il n'y a pas de griffe. C'est mon neveu qui est ministre des Affaires étrangères, donc je sais de quoi je parle. J'ai dit, à côté de la... C'est pas sa faute, mais aujourd'hui, nous avons une diplomatie béninoise carrément absente, carrément... À faune. Nous sommes devenus pays islamiques. Quand il s'agit d'un sommet islamique, on est là-bas, mais on n'est pas dans les sommets de la CEDEAO, de l'UEMOA et autres. Et de l'Union africaine. Et de l'Union africaine. Bref, je crois qu'à côté, le Togo est en train de faire un retour diplomatique extraordinaire. Après avoir reçu le sommet maritime, il va recevoir le sommet Afrique-Israël. Il va recevoir le sommet de l'AGOA. Il va recevoir le premier combat du Millennium Challenge et contre. Il est en train de monter et il prend la présidence de la CEDEAO et rassurez-vous, les actions ont commencé. Hier, le président de la CEDEAO est parti à la frontière Manu Militari, la frontière Togo-Ghana, pour surprendre les policiers dans les rançonnements, dans les ceci. Il a fait du bruit là-bas et il dit ce n'est pas seulement à la frontière Togo, il ira à la frontière Bénin-Togo, il ira à la frontière Bénin-Nigeria, il ira à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire, il ira à chaque frontière pour que la CEDEAO, il puisse y avoir moins de rançonnements, moins de tracasseries sur les routes et tout ça. Donc il est passé en même temps à une vitesse de croisière pour agir. C'est un jeune qui est en train de donner une leçon à tout le monde en montrant que on peut être fils d'un ancien dictateur et faire les choses de façon moderne. Le Togo est en train de revenir et cela mérite d'être salué. Alors voilà, la prolongation d'un an du mandat de la force déployée en Gambie, votre réaction par rapport à cela, Maître Alain? Pas de commentaire. Patrick Armand-Pouillon, est-ce que c'était utile de prolonger encore? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Vous pensez que les leviers ne sont pas encore suffisamment... Aujourd'hui, oui. Au moment où on a amené cette force, ce n'était pas utile. Mais quand on a braqué les militaires gambiens, en leur donnant l'impression qu'ils ne sont pas sérieux, on ne peut pas leur faire confiance, et on a amené des étrangers pour venir faire l'ordre à leur place, si vous retirez, il y aura cette envie
de vous donner une bonne leçon. Donc je crois qu'on n'est pas parti pour un an seulement, on est parti pour plus d'un an. Hélas. Ah bon? On est parti pour plus d'un an. Parce que, vous savez, en matière militaire, il ne faut pas frustrer les gens. C'est-à-dire c'est un domaine dans lequel les gens sont jaloux de leurs prérogatives. Vous savez, pendant longtemps, il y a eu une rivalité terrible entre l'armée sénégalaise et l'armée gambienne. Et maintenant, c'est l'armée sénégalaise qui vient leur dicter la loi. On les a traités de tout et de rien. Dans ces conditions, on est parti pour un long moment où la force extérieure va être présente là-bas. Alors, nous allons parler de quelques cas de conflits dans ces pays-là. On a parlé de ce qu'il y avait de bien, on a parlé de ce qu'il y avait peut-être à pas faire, mais il y a quand même des fronts où on aurait aimé voir un peu plus la CEDEAO. Je vais recueillir votre avis, Maître Alain Orunla, par rapport à la crise en Guinée-Bissau, par exemple, où c'est en train de traîner depuis 2 ans déjà, où tantôt on nomme un Premier ministre, tantôt il est renvoyé, tantôt il n'a pas assez de majorité pour former un gouvernement. On a l'impression que la CEDEAO a quand même fourni des efforts, ils se sont déplacés, il y a un accord qui a été signé et tout, mais dans la mise en application de cet accord-là, il y a de sérieuses difficultés. Mais c'est ça la difficulté de la CEDEAO. D'abord, il y a un principe, celui de la souveraineté, qui voudrait que les chefs d'État ne se mettent pas. La CEDEAO n'a pas réussi la pacification politique. Nous avons été polis sur le bilan, par exemple, du président sortant, et c'est la même chose pour ceux qui l'ont précédé. Il y a un peu d'agitation. Quand il y a de l'entente entre les chefs d'État, il y a des missions, il y a des visites, mais qui ne règlent jamais fondamentalement le problème. Le problème qui se pose en Guinée-Bissau, ce n'est pas un conflit militaire, c'est un conflit interne d'institutions et même de partis, je dirais tout simplement. Donc, aucun chef d'État n'a la légitimité, ne se donne la légitimité d'intervenir directement dans les affaires internes à un gouvernement, internes à une structuration partisane. Le problème ne sera pas résolu, que ce soit aujourd'hui ou demain, il ne peut être résolu que de la seule volonté de ces États, sauf si on trouve un chef d'État influent pour dicter plus ou moins poliment ce qui a lieu de faire. Donc ce n'est pas forcément une question de responsabilité de la CEDEAO, dont l'efficacité est attendue quand il y a des conflits, on va dire armés, par exemple. Mais là, c'est une affaire interne, c'est une affaire politique, et la CEDEAO n'est pas forcément attendue pour avoir du résultat. Alors, Patrick Armand-Pouillon, au Mali, par exemple, on sait les difficultés qu'il y a. On parle aujourd'hui de référendum constitutionnel, une manifestation d'opposants a été empêchée. Que devrait faire la CEDEAO ou que peut faire la CEDEAO dans ce type de difficultés? Parce que le Mali, on a l'impression que tout le bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta est remis en cause aujourd'hui. Au fait, qui va faire quoi? Le Nigeria vient de loin. La Côte d'Ivoire est empêtée dans ses crises. Le Libéria vient de loin. Mais qui va faire quoi? C'est ça le problème. C'est-à-dire que chacun règle ses problèmes d'abord et ne va pas aller se mêler d'une situation qui va créer des problèmes davantage dans son pays. N'oubliez pas que dans ces... Bon, vous prenez par exemple le Mali. Le président Ibeka a vraiment foutu la merde, ça, disons-nous la vérité. Il a hérité d'une situation mirobolante où on était pratiquement dans tout le monde ensemble pour sortir le Mali de cette situation. On a pris un Premier ministre, on a dégringolé le rang de Premier ministre en choisissant autant de Premier ministres en peu de temps. Et donc, bref, ça a été vraiment chaud. Mais seulement, les Maliens sont très jaloux de leur souveraineté. On ne parle pas dans les affaires du Mali n'importe comment. Ah, tout de suite, tu vas voir, ils vont se braquer contre toi. On ne s'en mêle pas n'importe comment. Donc, à partir de cet instant, retenez une chose. Quand le géant d'une région est faible, c'est la porte ouverte à tout. Le Nigeria aurait été réellement de retour parce qu'ils sont en train de faire de grands pas. Avec la santé du président, tout ça, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais si le Nigeria fait son grand retour, je peux vous assurer que les situations, surtout en Guinée-Bissau et autres, seront réglées. Même s'ils n'interviennent pas directement. Mais tant que les gars savent, c'est des militaires, ils savent très bien qu'il n'y a personne dans la sous-région aujourd'hui qui peut envoyer des troupes pour venir mettre de l'ordre. Et là, il y a le trafic de drogue et tout ça, chacun protège son marché. Et donc, c'est ça. Donc, au Mali, nous sommes dans une situation où vraiment je suis de plus en plus intéressé. Je compte
aller très prochainement là-bas pour échanger avec différents dirigeants, que ce soit du camp au pouvoir, que ce soit des opposants, pour voir quelle stratégie mettre en place pour que si le président doit être réélu, qu'il soit réélu dans un schéma beaucoup meilleur, ou si ce n'est pas lui, comment mettre en place un schéma pour quand même lui barrer la route. Ce travail-là, je compte le faire très prochainement. Mais franchement, parce que c'est un pays où j'ai fait quand même 7 ans, mais franchement, on aurait attendu beaucoup mieux du président Ibeka. Voilà, alors c'est donc les difficultés ou la faiblesse du Nigeria aujourd'hui, qui est la porte ouverte à tout. Quel est votre avis par rapport à ça? Ça contribue parce que, bon, c'est vrai que si le Nigeria est présumé locomotive, la locomotive économique de la CEDEAO, à part le nombre, l'armée n'a pas montré une efficacité autre. Et de ce dont on parle, c'est une question de diplomatie, plus exactement. Donc, comme tous les pays de la sous-région ont leur schéma de diplomatie, ce n'est pas étonnant que nous en soyons là. Donc tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que les institutions de la CEDEAO se réveillent et qu'on aille effectivement vers l'intégration militaire, l'intégration diplomatique, afin que les conflits qui émaillent la sous-région-ci et là soient réglés à défaut d'avoir été prévenus. Voilà qui est clair. Messieurs, merci. Était sur ce plateau Maître Alain Orunla, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Face à lui, Patrick Armand Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Le thème central de ce débat, 51e sommet de la CEDEAO, offensive d'Israël et du Maroc. Pour quels enjeux stratégiques? On en a parlé de long en large. Messieurs, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est nous qui remercions. Ce sera déjà tout. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA. Merci de nous rester fidèles.